Consacré à une personnalité politique qui a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo vers les années 90. Figure emblématique de l'opposition congolaise, chef leader d'un grand parti politique aujourd'hui au pouvoir, il a aussi eu à occuper quelques postes ministériels 3 fois. Premier ministre de la République démocratique du Congo, il s'agit d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, mort. Un certain 1er février 2017 à Bruxelles, nous sommes là en Belgique. Pour en savoir plus sur cet acteur politique qui a résumé tout son combat dans ses slogans « Le peuple d'abord », nous avons reçu pour vous le professeur Isidore Ndayouel, l'historien congolais. Avec lui, nous allons parler de la vie, la mort et aussi le parcours d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Merci professeur d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Nous ouvrons notre page d'histoire avec cette question sur la biographie d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Qui est Étienne Tshisekedi Wamulumba, professeur Ndayouel? Je dirais tout de suite que Étienne Tshisekedi est un acteur politique, un grand acteur politique de la République démocratique du Congo. S'il faut évoquer son histoire, je dois dire que c'est une longue histoire parce que la vie d'Étienne Tshisekedi correspond pratiquement à toute la trajectoire du Congo post-colonial et même, je dirais, à la fin de la période coloniale parce que sa naissance se situe en 1932, en décembre 1932. Vous voyez que là, nous sommes même avant la Deuxième Guerre mondiale, au moment où le pays est subdivisé en 4 provinces, parce que c'est en 1933 seulement qu'il y aura les 6 provinces. Et donc, de cette période-là jusqu'en 2017, vous voyez, c'est vraiment très long. Alors, je crois que nous allons nous en tenir spécialement à des points de repère. Voilà, il était sous Mobutu, sous Kasavubu d'abord, sous Mobutu, sous Laurent Désiré Kabila, sous Joseph Kabila. Professeur, comment Tshisekedi Wamulumba a-t-il vécu son enfance? Où a-t-il étudié? Au niveau de l'école primaire, secondaire, et puis à l'université, comment s'est comporté-il? Bon, très bien, parce qu'effectivement, il faut toujours situer l'histoire des commencements. Et dans les commencements d'Étienne Tshisekedi, nous avons déjà les traits de son caractère. D'abord, la naissance, comme je l'ai dit, en décembre 1932 à Chikapa, dans le cadre de la société minière, fort minière, mais le papa est un enseignant, un catéchiste, et donc un homme extrêmement rigoureux. Et nous voyons déjà les traces de cette rigueur dans ce que deviendront ses enfants. La plupart de ses enfants, imaginez bien, des gens de cette époque-là, sont presque tous des grands intellectuels. Okay. Nous avons Étienne Tshisekedi dont on va parler, mais on aurait pu parler de Gérard Mulumba qui est devenu évêque. Et Monseigneur Gérard Mulumba. Voilà, Monseigneur Gérard Mulumba. Et même de Gabriel Usenga qui a été un juriste. Personnellement, je l'ai connu, c'était parmi mes aînés à la Sorbonne. Il a présenté une thèse d'État en droit. Donc, vous voyez le frère de Tshisekedi. De Tshisekedi. Donc, c'est vraiment une famille, on peut dire, de grandes têtes. Alors, il a fait ses humanités, comme nous disions à l'époque, au collège Saint-Jean-Berckmans à Kamponde. À l'époque, il y a 3 grands collèges qui sont fondés en 1947. Il y a Notre-Dame, dans le Bas-Congo, à Mbanza-Boma. Nous avons Saint-Ignace de Loyola dans le Kwilu à Kinyati. Alors nous avons Saint-Jean-Berckmans. Il fait partie des premières promotions et
là, nous avons déjà un élément qui nous montre quel type de personnage il est. On nous dit que ce n'était pas le garçon qui aimait beaucoup faire des blagues. C'est un garçon rigoureux, sérieux, au point même que les pères vont l'utiliser comme le président des étudiants, des élèves. Déjà, il était un leader. Voilà, interne. Bien sûr, à ce moment-là, on est tous à l'internat. Voilà. Et donc, nous savons, c'est une anecdote qu'on reprend souvent, que pendant sa mandature, si je peux ainsi dire, comme président des élèves. Voilà, pardon, président des élèves. Il va demander avec insistance le renvoi d'un élève, parce que cet élève est vraiment têtu. Okay. Et les pères vont se renseigner. Il s'agit de qui? Il s'agit de son propre petit frère. Qui est ce petit frère-là? Ben justement, notre Gabriel Senga, qu'il a voulu qu'on renvoie parce qu'il n'était pas sérieux, il ne correspondait pas à la discipline. Donc vous voyez que c'est un homme qui a déjà un sens de rationalité, on dirait rare dans notre comportement d'aujourd'hui. Ça n'aurait pas de sens d'accuser son propre petit frère. Voilà. Mais à cette époque-là, vous voyez comment il est déjà très rigoureux. Voilà. Alors, l'épisode universitaire est un épisode connu. Il vient à Lovanium, à l'université de Kinshasa, Lovanium, qui commence en 1954, et il est étudiant en droit. À ce moment-là, les études de droit commençaient par des années de candidature en philosophie et lettres, préparatoire en droit, disait-on, et puis on passait par 3 années. Le diplôme de droit portait sur 5 ans, et après les 5 ans, on était docteur en droit. Okay. C'est comme ça donc qu'il devient docteur en droit. En 1962, il termine à 2 les études de droit. Il y a Étienne Tshisekedi et il y a un autre qui s'appelle Hubert Betty, mais qui est camerounais. Je voulais insister sur le fait que Étienne Tshisekedi est notre premier diplômé en droit à l'université de Kinshasa, mais il n'est pas le premier Congolais docteur en droit parce qu'une année avant, Marcel Liaou avait déjà obtenu ce diplôme à l'université de Louvain. Tshisekedi, premier diplômé en droit de Lovanium, mais il a fini avec un Camerounais. Tout à fait. Oui, un Camerounais. Et puis Marcel Liaou, il a fini à l'extérieur du pays, mais bien avant Tshisekedi. Voilà. Donc, une année pour le avant. compte de la nation, il y a Marcel Liaou qui est le premier docteur en droit, oui. Mais pour le compte de l'université de Kinshasa, autrefois Lovanium, c'est Étienne Tshisekedi qui est le premier docteur en droit. Les années 60, on peut dire ça, c'est un peu l'année du début de la vie publique, où il met le pied dans l'étrier dans la vie publique. Nous connaissons les grandes lignes de notre décolonisation, de la crise. Nous savons que tout de suite après, au mois de septembre, le président révoque le Premier ministre révoque le président, et le colonel Mobutu fait un premier coup d'État qui intervient le 14 septembre 1960, et il fait appel à nos diplômés universitaires ou sinon aux étudiants universitaires pour diriger le pays. En 1960. En 1960, septembre 1960. Et il ne porte pas les titres de ministre, il porte les titres de commissaires généraux. C'est dans ce contexte que ce gouvernement de commissaires généraux, qui est dirigé par Bomboko, qui est chargé des affaires étrangères, secondé par Ndele, qui s'occupe de l'économie et des finances. Nous avons... Ndele qui était gouverneur de la banque. Hein? Après. Ça, okay. C'est bien après. Donc, il est d'abord cela. Il vient terminer ses études à Louvain. À l'université.
Et donc, nous avons Marcel Liao qui est commissaire général à la justice et il a comme adjoint justement Étienne Tshisekedi. Donc, Tshisekedi tient un peu le rôle, si vous voulez, de vice-ministre, si on peut ainsi s'exprimer. Et en même temps qu'il est dans ce gouvernement, il est également ministre dans l'État du Sud Kasaï. Parce qu'à ce moment-là, à partir du 8 août 60, il y a l'État autonome du Sud Kasaï avec Kalonji en tête. Donc, il fait la navette entre les deux. Mais les commissaires généraux connaîtront un terme de leur exercice la veille, l'avant-veille du conclave de Lovanium en 1961, et la sécession du Sud Kasaï aussi sera terminée. À ce moment-là, Tshisekedi est nommé alors directeur général de l'École nationale de droit et d'administration, qui est un établissement qui se trouvait là où il y a maintenant l'école militaire à Lausanne. Centre supérieur militaire. Centre supérieur militaire à Lausanne. En 1964, il y a les élections. Et à ce moment-là, il devient député. Il est donc élu dans les rangs de PANACO, qui est un parti national congolais, qui est un parti de Kalonji, et qui est d'ailleurs opposé à Rapelou, le parti de Ngalula. Donc il est député. Et le PANACO fait partie du cartel de Moïse Tshombe qui s'appelait le CONACO, la Convention nationale congolaise. Alors, de ce fait-là, il va assister en direct au Parlement à la révocation par le président Kasavubu du Premier ministre Tshombe. Parce que nous sommes en 1964, la première législature, si je peux ainsi m'exprimer, s'arrête en 1965. Il faut maintenant penser aux élections. Et nos deux grands leaders sont tous deux candidats à la présidence. D'un côté, Kasavubu, et de l'autre, Tshombe. Moïse Tshombe. Et le président va révoquer le Premier ministre justement pour ne pas lui donner une posture trop importante dans les élections. Et il va nommer Évariste Kimba, qui est également un ancien ministre de l'État sécessionniste, comme Premier ministre. Donc un peu pour opposer les Katangais entre eux. Voilà. Évariste Kimba Katangais et puis Moïse Tshombe Katangais. Donc c'est une stratégie qu'on va utiliser souvent dans la politique congolaise. C'est la même politique. Alors, Évariste Kimba va constituer un gouvernement qui va présenter au Parlement, un Parlement dominé par la CONACO, et donc par les adeptes de Tshombe, et il n'obtiendra pas l'investiture. Alors le président Kasavubu avait le choix, mais je crois savoir que Mobutu lui avait dit, si cette fois-ci il n'admet pas Évariste Kimba, je serai obligé de prendre mes responsabilités. Ça, c'est la stratégie. C'était une stratégie. Une stratégie. Mais prendre mes responsabilités était compris différemment. Pour Kasavubu, était prendre mes responsabilités, c'est-à-dire... En tant que... Oui, faire colonel. En sorte que vous restiez président. Mais pour Mobutu, prendre mes responsabilités, c'était prendre le pouvoir. Alors, faire un coup d'État. Nous allons donc au 24 novembre 1965, coup d'État. Mobutu prend le pouvoir, il constitue le gouvernement. Retournons un peu en arrière. Tshisekedi avait participé à l'élaboration
de la constitution de Lulabo. Tout à fait. Voilà, tout ça à fait. c'était sous Kasavubu. Ça, c'est sous Kasavubu en 1964, lorsque Kasavubu, révoquant les chambres, met en place une commission constitutionnelle qui est présidée par Iléo et comme adjoint Marcel Liaou, commission constitutionnelle qui se réunit à Kananga, à Lulabour, Tshisekedi est dans le groupe, effectivement, comme un des juristes. Donc, dans la constitution dite de Lulabour, il a contribué également. Chers téléspectateurs, Luluabo, c'est l'actuel Kananga. C'est dans le Kasaï central. Avant, c'était avant les découpages. C'était Kasaï occidental. Nous pouvons continuer, professeur. Merci beaucoup d'actualiser les choses. Voilà. Comme historien, je suis malheureusement trop souvent dans le passé. Il y a ce gouvernement dirigé par le général Moulamba. Léonard Moulamba. Et Tshisekedi est ministre de l'Intérieur. C'est un gouvernement qui a été constitué sur base des provinces. Okay. Il y a 21 provinces, il y a un représentant de chaque province. Donc Tshisekedi y est choisi pour pouvoir représenter la province du Sud Kasaï, distinct du Kasaï occidental qui est donc Kananga, etc. Okay. C'est le territoire Luba, distinct du territoire Loulois. Merci. Voilà. Et donc, ce gouvernement est constitué, je disais, il est en 3e position. Il y a le général Moulamba, qui est Loulois, et il y a Bomboko, n'est-ce pas? Et puis, il y a Tshisekedi. Donc, c'est extrêmement important. Tshisekedi, qui est donc un juriste, un intellectuel, et donc il va prendre une posture plutôt extrêmement importante rapidement. C'est ainsi donc qu'il va participer pleinement aux travaux de la mise en place de la rédaction du manifeste de l'Ansele, et finalement de la création du MPR, qui est donc diffusé et présenté au public le 20 mai, puisque le 20 mai deviendra un jour férié après. Et puis, il va travailler aussi à la constitution de la Deuxième République, qui sera en fait une adaptation de la constitution de Luluabour, cette fois-ci pour en faire une constitution de type présidentialiste. Donc, deuxième constitution de la République démocratique du Congo. Qui est promulguée le 24 juin 1967. Alors, c'est à propos de cette constitution, dans la mise en œuvre de cette constitution, que nous allons constater qu'il va y avoir le début de la divergence avec Mobutu. Parce que l'article 4, je crois, de cette constitution disait qu'il ne peut y avoir plus de 2 partis en République démocratique du Congo. Le pays s'appelle encore République démocratique du Congo. Alors, dans l'entendement de Mobutu, il ne peut y avoir que 2 partis, c'est-à-dire le parti qui prône la paix, l'ordre, le développement, et un autre parti éventuel qui serait, j'allais presque dire, le parti diabolique, qui veut la guerre, le désordre, voilà, le non-développement. En d'autres termes, c'est une option que personne ne peut prendre. Mais l'entendement général n'est pas celui-là. Ainsi donc, un certain nombre de formations essaieront de profiter de cette niche pour devenir le deuxième parti. C'est l'effort qui sera fait par le MNC Lumumba avec Kiwewa. Ce sera aussi l'effort qui sera fait par le PALU qui a été créé en 1964 avec Antoine Gizenga. Et pour Tshisekedi, étant ministre de l'Intérieur, je crois aussi qu'il y avait un secret espoir que ce soit plutôt lui
le responsable de ce deuxième parti. Donc, cette mésentente interne va faire que le président Mobutu va prendre une décision il va procéder à la permutation des deux juristes. Joseph Nsinga, qui était ministre de la Justice, devient ministre de l'Intérieur, et le ministre de l'Intérieur devient ministre de la Justice. Et c'est donc Joseph Nsinga qui va gérer la mise en œuvre de cette constitution qui aboutit aux élections de 1970, où il fallait choisir entre le vert, la paix, et le rouge, qui était donc le désordre, la guerre. Alors, Tshisekedi va amorcer là une première traversée du désert, parce que de ministre de la Justice, il se retrouve quelque temps après ministre du Plan et de la Recherche scientifique, un ministère assez flou qui n'a pratiquement pas grand-chose à faire, pas d'attribution précise. Et puis après, il se retrouve ambassadeur, tout simplement, au Maroc. Et ensuite, il va revenir et nous entrons là aux années 70. Donc, quand il revient de cet exil diplomatique, si je peux ainsi m'exprimer, il se présente comme tout le monde aux élections pour devenir commissaire du peuple, député. Première partie de 1970, il est au Parlement, qui s'appelle le Conseil législatif. Il est commissaire du peuple, il est même dans le bureau. Pas président, mais il est vice-président. Premier vice-président, deuxième vice-président. Alors, dans la deuxième partie des années 70, il va commencer maintenant l'amorce d'une autre vie. Ça va être le début maintenant de ses idées de l'opposition. En 1977, il se passe un événement sur lequel on devrait revenir souvent. Il s'agit de la guerre de 80 jours. Et à la suite de cette guerre de 80 jours, Mobutu va faire un grand discours d'autocritique et d'annonce de mesures de réorganisation de l'État. En fait, il va faire une première démocratisation de son régime. Il y a donc un lien entre ce qui se passe le 1er juillet 1977 et ce qui se passera le 24 avril 1990. Ce sera la deuxième fois qu'on va faire la démocratisation. Alors, à cette première démocratisation, d'abord, il nomme un premier commissaire d'État, alors que depuis la révocation de Moulamba, il était à la fois président et premier ministre. Ah, donc il a assumé deux fonctions à la fois. Il a assumé les deux fonctions. Il était chef du gouvernement. Il va nommer un premier commissaire d'État. Il va dire on refait les élections. On avait déjà fait les élections en 1975. On refait les élections. Cette fois-ci, les élections sont ouvertes. Les gens peuvent faire acte de candidature. Auparavant, c'était le MPR qui choisissait. Et puis on allait au stade par acclamation. Les députés étaient élus. Oui. Maintenant, il dit non, les gens peuvent faire acte de candidature. Même pour le bureau politique, une partie du bureau politique est soumise aux élections. Alors, nous avons donc là un premier parlement qui est constitué pour la première fois dans les régimes de Mobutu où nous retrouvons là-dedans des avocats, des journalistes, des professeurs d'université. C'est nouveau. C'est un parlement, je dirais, d'un niveau intellectuel beaucoup plus élevé. Okay. Et Mobutu lui-même dit non, maintenant là, puisque nous sommes
dans la démocratisation, vous pouvez faire des interpellations. Il faut interpeller les gouvernements. Il faut interpeller les chefs d'entreprise. Les députés vont le prendre au mot. On va commencer les interpellations. Donc il y a maintenant du sérieux. Du sérieux. Et j'oserais dire du trop sérieux. Okay. Le Premier ministre, le premier commissaire d'État lui-même est interpellé. Normalement, on aurait pu dire, après cette interpellation, il aurait dû démissionner. C'était qui? C'était toujours Mpinga Kassenda. Oui, Mpinga Kassenda, professeur d'université. Voilà. Grande interpellation. Alors, Mobutu, maintenant, se rend compte que le ver est entré dans le fruit. Il faut essayer de faire sortir ce ver du fruit, ce qui est quasi impossible. Mais il va essayer. Il va prendre 3 mesures. La première mesure est qu'il va faire un anti-discours, si je peux dire, un anti-discours du 1er juillet. Comme d'ailleurs, en avril 90, il fera aussi un anti-discours. Il va faire un discours contraire pour dire que il y en a qui exagèrent. J'ai dit qu'il y avait interpellation. Comme il y a exagération, je décide que désormais, c'est à moi à autoriser qui on interpelle. Les trop sérieux là, il appelle ça maintenant exagération. Voilà. Ça lui paraît maintenant, on va trop loin. C'est à moi à décider qui on interpelle. Première mesure. Deuxième mesure qu'il prend, c'est que les députés les plus critiques, on les nomme quelque part. Ainsi donc, quelqu'un comme Mungulu Diaka se retrouve ministre dans le gouvernement, ministre, commissaire d'État à l'enseignement supérieur universitaire. Mungulu Diaka. Mungulu Diaka. Donc, Bernardin Mungulu Diaka. Bernardin Mungulu Diaka. Donc les plus critiques, d'ailleurs, il ne faudrait pas dire à ce moment-là Bernardin, parce que nous sommes dans l'authenticité, il n'y a pas de prénom. Ok, il n'y a pas de prénom. Voilà. Les prénoms sont venus après. Voilà, nous sommes dans Mungulu Diaka. Troisième mesure, ça intervient au mois d'août 1980. On crée le comité central du MPR, qui est donc, je dirais, un parlement parallèle, qui regroupe, je dirais, les représentants de toutes les forces vives, y compris le Parlement. Le Parlement est représenté par un groupe. Donc, ce Parlement parallèle a bien plus d'importance que le Conseil législatif. Ça va donc un peu noyer le Conseil législatif. Le comité central. Comité central. Alors, dans cette nouvelle logique, l'opposition va connaître une avancée. Et l'opposition connaît une avancée à partir de 1979. Mais je dois dire déjà, à partir de 1965, le régime est devenu draconien. Il y a eu plusieurs complots. Le coup monté, manqué, avec les généraux Tchoudi, Fallou et tout ça, qui sont condamnés. Il y a eu d'autres complots, Koudiako Banza, Bouriaba, ces gens-là qui sont exécutés. Et donc, c'était pour la deuxième fois qu'il puisse s'exécuter parce que Tshisekedi, ministre de l'Intérieur, il y avait la pendaison, il y avait les martyrs de la Pentecôte. Je voudrais un peu savoir quelle a été l'implication d'Étienne Tshisekedi en tant que ministre de l'Intérieur lors de cette pendaison. Bon, écoutez, je vais d'abord vous expliquer que cette pendaison était quelque chose qui a été arrangé par le général Mobutu, sur base d'ailleurs d'un enseignement qu'il avait suivi, suivant lequel, de Machiavel, qui avait écrit ceci, que est-ce qu'il est mieux d'être un chef aimé ou un chef craint? Est-ce que c'est mieux d'être craint
ou d'être aimé. Qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. Voilà. Et Machiavel disait, il vaut mieux être un chef craint. Or, Mobutu, à ce moment-là, a autour de lui des amis, des gens même qui sont plus importants que lui. Kimba, Anani, Bomboko, tous ces gens. Alors, il faut arriver à créer l'événement où on peut commencer à le craindre. Or, à ce moment-là, quand il commence, le régime est branlant, hein, lui-même n'a pas encore l'habitude vraiment du commandement. Et il va donc imaginer cette scène où les militaires, le général Bangala et Fomi, seront mis, donc auront la charge de ce dossier pour exciter certains hommes politiques à essayer de renverser le régime. C'est ainsi donc que ces généraux aborderont certaines personnalités. Vous constaterez que ce sont des personnalités bien choisies. Évariste Kimba, c'est l'ancien Premier ministre. C'est-à-dire que si Mobutu tombait, on va revenir sur lui. Oui. Donc, l'ancien Premier ministre de Kasavubu. Il vaut mieux l'éliminer. Anani, c'est le ministre de la Défense nationale. L'ancien ministre de la Défense nationale. Il faut l'éliminer. Alors, Bamba qui sera mis là-dedans, bon, il a un autre problème. Il est kibanguiste, mais il crée un peu de problème à Joseph Diangenda. Il vaut mieux l'éliminer, comme ça le kibanguisme peut évoluer tranquillement. Donc, c'était des gens choisis. Alors, c'est une opération montée par les militaires. Donc, ils étaient piégés. Ils étaient piégés. On les a réunis plusieurs fois et puis le dernier jour, on va dire, mais écoutez, cette affaire traîne. Est-ce qu'on ne peut pas décider finalement? Ben, écoutez, on va aller, on va chez Bangala qui nous invite à dîner. Comme ça, on met les choses au point. Et d'ailleurs, une des personnes qui devait y aller, c'est Kamitatu, Cléophas Kamitatu. Parce que c'était l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Évariste Kimba. Évariste Kimba lui a dit, non, il y a une réunion importante, nous devons décider de la suite, il faut venir. Et il a traîné à arriver. Ceux qui s'intéressent à ces choses-là, vous pouvez lire dans la grande mystification du Congo-Kinshasa, de Kamitatu, on ne cite nulle part Tshisekedi. Il n'a rien à voir avec cette affaire. Là, c'était une affaire personnelle. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que, s'agissant de Lumumba, on parle aussi quelquefois d'une certaine lettre circulant où il aurait dit que traiter Lumumba de ce crapaud, etc. Bon, d'abord, personne ne peut attester l'authenticité de cette lettre. Ce document. Et deuxièmement, j'ai dit clairement qu'il n'était que le vice-ministre à la justice. Il n'était pas ministre de la justice. Et troisièmement, je voudrais bien rappeler que nous sommes dans le contexte où on parle du génocide de Luba. Je crois l'avoir déjà expliqué. Et de ce fait-là, tout ressortissant à Luba a une certaine dent à l'égard de Lumumba à cause de ce qui s'est passé, n'est-ce pas, à Bakwanga, à Mbujimai. Voilà. Donc voilà, je ferme la parenthèse pour dire qu'il ne faudrait pas utiliser des faits du passé, n'est-ce pas, pour incriminer les autres. Pour incriminer les autres. À ce moment-là, au moment où se passent ces choses-là, personne ne sait que Lumumba va être héros national, personne ne sait qu'il va être assassiné. Entre 1979 et 1982, Tshisekedi entre pleinement dans l'opposition. Premier acte, c'est qu'en 79, en juillet 79, se déroule au Kasaï ce qu'on appelait les événements de Katekelai. Les creuseurs, n'est-ce pas, vont dans le terrain de la Miba
chercher du diamant, ce qui évidemment était interdit. Alors, ils sont surpris, ils sont chassés, nombre parmi eux en fouillant se noient dans la rivière et les forces de l'ordre tirent sur les fouillards, il y a des morts. Les creuseurs artisanaux. Artisanaux, bien sûr. Alors, à ce moment-là, il se passe, comme souvent dans notre histoire, des débats sur les statistiques des morts. Il y a combien de morts? Le gouvernement va dire qu'il y a eu 3 morts. Mais les commissaires du peuple du Kasaï disent que non, il y en avait 250. Et la presse belge s'empare de cette affaire, monte au créneau, dit comment c'est scandaleux, 250 paysans, pauvres, des pauvres jeunes gens, et tout ça, sont tués au Kasaï. Donc, grand problème pour Mobutu, qui est déjà dans une crise économique énorme dans le pays. On n'a pas eu le temps de parler de la zaïrianisation, etc. Grande crise économique. Et il compte beaucoup sur l'étranger, sur la communauté internationale. Voilà que la communauté internationale le boude sur cette affaire. Il va donc appeler les commissaires du peuple pour leur, d'abord pour les gronder, etc., et pour leur dire, bon, mes amis, vous allez donc faire une déclaration pour dire que vous vous êtes trompés, il n'y a eu que 3 morts. Sur les 250 morts, dire qu'il y a eu 3 morts. Dites qu'il n'y en a eu que 3. Votre réaction est donc la leur. Ils ont dit par question, ce n'est pas possible. Pas possible, et ils vont être interpellés par le bureau du Parlement. Donc, ils ne vont pas changer d'avis. Et donc, là, nous avons un noyau dans le Parlement qui est déjà, n'est-ce pas, qui ne fonctionne plus avec les idées du régime. Et voilà que l'année suivante, en 1980, ce noyau dur, en recrutant quelques autres députés d'autres provinces, rédige la lettre des 13, qui est donc un réquisitoire du régime pour dire vraiment ça ne va pas. On doit continuer, on doit changer, le régime est trop dur, il faut qu'il y ait de la démocratisation réelle, et le langage de Tshisekedi était d'ailleurs de revenir sur le manifeste de Lancel. Donc ce qui se passait là n'avait rien à voir avec le manifeste de Lancel. La rédaction a été faite essentiellement par Joseph Ngalola, enfin Ngalola Pandangila. Et au mois de décembre, au moment où il allait pratiquement donner la lettre pour que ça... Donc nous sommes à la lettre ouverte adressée à Mobutu, voilà, par les 13 parlementaires. Par les 13 parlementaires. Peu avant, eh bien, il est interpellé par la sécurité en disant « Oui, vous avez fait un document injurieux et séditieux. » Ça, c'est Mobutu. Oui. Alors, ils sont interpellés. Les 13 parlementaires sont interpellés au niveau du comité central. Il y avait la commission permanente de discipline du comité central. Et le comité central va prendre des mesures draconiennes. Il est vrai qu'il y a certains députés qui vont changer d'avis, parce que ça aussi, il faut le dire. Parmi les 13 députés, il y a d'autres qui ont changé d'avis. Qui vont dire non, moi je ne savais pas très bien, j'étais pas, oui, bon, on m'a dit ça comme ça, je ne savais pas, bon. Mais le noyau dur ne change pas d'avis. Alors, ils perdent leur immunité parlementaire. On peut connaître le nom du noyau dur? Le noyau dur, c'est essentiellement Ngalola Pandangila, Tshisekedi Wamulumba et Makanda Mpinga Chambouy. Ouais. Donc, les 3
resteront pratiquement jusqu'au bout. Donc nous entrons alors aux années 80 que moi je considère comme étant vraiment les années de martyrs en quelque sorte. Et de martyrs. Pourquoi les années des martyrs? Mais parce qu'ils vont connaître plusieurs fois des situations difficiles. Parce que nous en sommes à la lettre des 13. Mais malgré ça, ils vont continuer parce que en février 1982, ils créent un parti. L'Union pour la démocratie et le progrès social. Le fait d'avoir un parti politique d'opposition, ce n'est pas ça l'innovation. Parce qu'il y a à ce moment-là des partis politiques qui sont d'opposition, mais qui sont à l'extérieur. Il y a le PRP de Laurent Désiré Kabila, Fodélico, de Gizenga, et il y a plusieurs partis. C'était pas encore les Palous, hein? Non, à l'étranger, il a encore changé, il a créé autre chose. Il y a le MARC, Mouvement d'action pour la résurrection du Congo, de Monguia. Donc, tous ces partis sont à l'étranger. L'innovation de l'UDPS, c'est d'être sur le terrain du MPR et de dire le parti existe ici. Qui était l'initiateur? Je viens de le dire, les noyaux durs, les trois. Voilà, les trois là. Les trois. Et le noyau dur va s'élargir assez rapidement. Parce qu'au moment où on s'en prend à ce noyau dur, il y a un membre du comité central qui s'appelle Frédéric Kibasa Maliba, qui est déjà avec Mobutu depuis 1967, qu'on a fait venir du Katanga comme ministre des Sports, qui est au comité central, et qui va être accusé de sympathie avec ceux qui créent le parti, parce qu'on l'aurait vu, semble-t-il, à l'aéroport en train de les saluer. Donc on a estimé que c'était grave. Donc les mouchards. Voilà, il est lié à ça. Il y a un autre personnage, c'est Marcel Eliaou, qui était premier président de la Cour suprême de justice, et qui depuis longtemps, ça ne marchait plus très bien avec Mobutu, pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, mais la raison essentielle, c'est qu'il était critique dans ce qui s'est passé pour la marche du pays. Et donc, il sera utilisé parce qu'au moment où on crée le parti, ils vont être jugés. Le jugement aura lieu à la SANEF, là où il y avait le tribunal. La SANEF à Lingouala. À Lingouala, la sûreté de l'État. Liaou sera un des personnages approchés pour les défendre. Et il dira que d'abord, le parti n'est pas créé, c'est un projet qui est créé. Et donc, il va nuancer les choses. On va dire, ah voilà, vous êtes deux. Vous êtes plutôt proches d'eux. Donc, il va finalement entrer dans l'UDPS. Il intègre maintenant. Il intègre. Mais il y a un autre personnage, Vincent Boakiem. Vincent Boakiem est lui en fait un grand leader de la Basie. Vous connaissez la Basie? Non, je ne connais pas. La Basie, c'est quoi? Mais pourtant, dans la chanson, on cite la Basie, la chanson de l'indépendante Tcha-Tcha-Tcha. Ah, la Basie. La Basie, c'est l'alliance des Bayansi. Ah, voilà. Voilà, donc c'était un peu le pendant dans le Kwilu de la Bako. Voilà, donc Mbouakiem. Il est recruté en prison. Donc au moment où ils avaient été envoyés en prison, Mbouakiem était là en prison pour d'autres raisons. Finalement, on le recrute. D'ailleurs, nombre de gens rencontrés dans les prisons vont être recrutés un peu comme nous avons connu avec le kibangisme. Voilà. Donc le parti prend de l'allure. On peut aussi parler d'un autre personnage, puisque nous sommes sur le chapitre de recrutement, Faustin Birindois,
qui est conseiller à la présidence et qui va rendre visite, n'est-ce pas, à ces gens-là. La sûreté va dire non, on a vu Birindois là-bas. Donc Birindois est de cette tendance. Donc finalement, le groupe s'élargit. C'était seulement des rapporteurs, donc eux, ils doivent rapporter l'information. Voilà. Mais c'est intéressant, le groupe s'élargit en se diversifiant. Ok. Voilà, c'est très important. Pour que le parti politique soit national. Voilà, c'est ça. Et cette diversification est donc très importante. Le parti devient... D'ailleurs... Parce qu'on retrouve Marcel Yaou Mungala, oui. On retrouve Mbwakiem qui est du Bandundu, oui. On retrouve Kiba Samaliba du Katanga, oui. On a Tshisekedi du Kasaï. Donc ça se diversifie. Ok, c'est bon. Mais on aurait dû parler aussi de Kyungu Wakomwanza, parce que du Katanga, il y avait aussi déjà au départ au moins 2 députés, dont Kyungu Wakomwanza. Donc la diversification se fait. Alors, avec cette création, Mobutu va adopter la politique qu'on pourrait qualifier du bâton et de la carotte. Le bâton, chaque fois ils sont arrêtés, envoyés dans des prisons de relégation, des prisons insalubres, condamnés par exemple après la création du parti à 15 ans de prison, mais 5 mois après, il y a amnistie. Ah, donc c'est ce qu'il faisait. Oui, c'est ce qu'il faisait. Il vous arrête, oui. Incarcération, et puis il amnistie. Il y a l'amnistie, mais en même temps, les autres ne changent pas d'avis. Ils continuent. Ils radicalisent leur mouvement. Voilà. Cette radicalisation entraîne encore d'autres arrestations. Je vais situer 2 situations, évoquer 2 situations particulières. D'abord, l'arrivée, par exemple, d'une délégation des députés américains. Visite au Zaïre. Ils demandent à voir l'opposition. Eh bien, le groupe de l'UDPS se présente dans l'hôtel intercontinental, n'est-ce pas, en cravate et en costume, au moment où, depuis presque déjà une décennie, c'est impossible, tout le monde doit être en abakos, et les femmes, oblige. Pas de robes, etc. Ils se présentent chemise, cravate. D'ailleurs, ils étaient déjà à l'aéroport comme ça. Okay. Donc, on est obligé de ne rien faire, mais lorsque l'entretien avec les Américains est terminé, au moment où ils sortent, eh bien, on va tabasser les gens, on va les arrêter. Mais malheureusement, un Américain était sur place et avait remarqué tout cela. Ça va créer des problèmes aux États-Unis. Mobutu va s'excuser en disant non, c'était des jeunes gens de la JMPR, c'était pas... Bon, voilà. Non, écoutez, ne comptez pas sur tout. Vous voyez, des incidents de cette nature qui font qu'après, il y a arrestation. Alors, il y a 1985, qui est une année importante parce que c'était l'année du 25e anniversaire de l'indépendance du pays et en même temps le 20e anniversaire du nouveau régime, comme on disait. Mobutu voudrait faire un geste parce qu'il va y avoir beaucoup de délégations extérieures. Il ne faut pas qu'il y ait trop de problèmes. On va demander aux députés, justement, qui sont maintenant dans un parti d'opposition, l'UDPS, de faire des propositions. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Voilà. Ils vont faire une autre lettre de 13. Il y a eu une autre lettre de 13. Donc la deuxième lettre de 13 parlementaires. Ouais. Mais où il y a en fait 19 signatures. Mais donc ce n'est plus 13 parce qu'il y a maintenant tous les autres. J'ai évoqué Liaou, Bossassi, Kibasa. Voilà, bon, tout ça. Et nous sommes à une époque où il y a un certain dialogue entre les deux groupes, dialogue favorisé par l'existence d'un juriste, le professeur Vundoawe Tepemako, qui est à ce moment-là ministre de l'Intérieur et qui essaie
de mettre les choses en place pour pouvoir éviter que le régime puisse complètement arriver à des comportements d'une irrationalité regrettable. Alors, finalement, cette lettre qui fait des propositions concrètes n'est quand même pas bien comprise. Mais il y a quand même encore de la répression. De la répression auprès des militants de l'UDPS et des membres signataires de cette lettre. C'est à ce moment-là, vous voyez que nous sommes presque déjà pendant toute une décennie, il y a une fatigue générale. Un personnage comme Marcel Liaou ne tient plus. Il est obligé de se réfugier, n'est-ce pas, aux États-Unis, à Boston. Makanda Mpinga Chambouy meurt par manque de soins. Oh, Oui, malheureusement. Si vous avez le temps de parcourir mon livre « Le Congo dans l'ouragan de l'histoire », vous verrez, j'ai reproduit là le témoignage de Maman Thérèse, sa femme, qui raconte comment elle a été traitée avec ses enfants, comment il y a eu les arrestations pour la mort de Makanda Mpinga Chambouy. Donc c'est très très dur. Alors à ce moment-là, de grande faiblesse, Mobutu va proposer aux membres de l'UDPS d'entrer dans le comité central en ayant, comme on disait à l'époque, le droit des tendances. Vous êtes dans le comité central, mais vous êtes d'une tendance différente. C'est alors que les membres de l'UDPS entrent dans le comité central. Kibasa, Ngalula, Kapita, Diao Kenambel, enfin presque tout le monde, sauf Étienne, sauf Tshisekedi. Donc il est resté le seul. Alors à ce moment-là, il fait bande à part. Donc il y a finalement une petite division. Il fait bande à part et il continue seul alors la résistance. Les autres n'ont pas su supporter. N'ont pas supporté, ils ont dit qu'ils vont lutter de l'intérieur. C'est une logique possible. C'est possible. On ne va pas critiquer, okay, vous savez, dans la vie, on fait ce qu'on peut. Voilà. Voilà. Alors, il va continuer le combat, va faire une tournée aux États-Unis, en Europe, et quand il revient, il fait un grand meeting à la place que nous appelons place Cabu, qui est place Casavo. Pont Cabu. Pont Cabu, aujourd'hui. Pont Cabu, non. Aujourd'hui, Pont Cabu. Pont Casavobo. À l'époque, Pont Cabu, aujourd'hui Pont Casavobo. Voilà. Depuis l'authenticité, oui. Pont Casavobo. Oui. Et ce meeting a lieu le 17 janvier. Vous savez pourquoi le 17 janvier? Pour Lumumba. Voilà. Il fait l'assassinat de Lumumba le 17 janvier. Un grand meeting là. Le 17 janvier 1988. Voilà, bon. En 88. Ça tourne mal. Ça tourne mal. On arrête des gens. Et cette fois-ci, lui-même est arrêté, mais envoyé au village. Relégué dans son village. N'est-ce pas, dans le territoire de Kabé à Kamwanga, avec femmes et enfants, avec des instruments agricoles pour aller faire l'agriculture. Bon, je voudrais ici faire une petite observation, si vous me permettez. Nous avons l'habitude de considérer chez nous qu'une des punitions politiques possibles, c'est d'envoyer les gens faire l'agriculture. Bon, on a fait ça. On a Laurent Désiré Kabila l'enverra encore faire l'agriculture. Mais nous ne tenons pas compte de ce fait que nous discréditons l'activité agricole. Donc l'activité agricole signifie pour nous une punition. Donc lorsque vous êtes Koulouna, on vous attrape, on dit vous allez faire l'agriculture. C'est une corvée. Donc cette corvée,
Cette manière d'utiliser ça comme corvée est une manière de discréditer l'agriculture que nous estimons par ailleurs étant la priorité des priorités. Et ce discrédit date de la période coloniale. Parce que pendant la période coloniale, quand on faisait son champ, ce n'était pas suffisant. L'assistant agricole, le moniteur agricole, vous donnait un espace que vous devriez faire comme champ pour les produits agricoles d'exportation. Vous devriez planter le coton, l'uréna, ce genre de produits, le thé, le théier, etc. Et donc, c'était à ce moment-là déjà une corvée, l'agriculture. Donc nous avons gardé cette habitude. C'est comme si on vous inflige une punition, non? Oui, mais ce n'est pas la bonne punition. On peut aussi dire faire autre chose, faire les routes, etc. Oui. Bon, enfin, ça c'est un point de vue. Hein. C'est un point de vue que j'exprime. Donc, vous voyez, il part. Alors, à ce moment-là, nous sommes en 88, mais le monde est en train de basculer. Nous en sommes maintenant à la chute du mur de Berlin. Le monde change. La guerre froide est terminée. Mobutu, les Américains commencent à ne plus en avoir besoin. Oui. Donc, puis il y a la BOL, la conférence de la BOL, la démocratie, etc. Il faut changer. Et Mobutu étant très, très vigilant, a commencé lui-même à changer. En 1990, en 1990, il commence par dire « Plus rien ne sera comme avant ». Ça sera le slogan. Plus rien ne sera comme avant. Tout doit changer, tout va changer. Ok. Et il va donc inaugurer... Déjà, ils sentent des pressions, venir de part et d'autre. De part et d'autre, il faut faire quelque chose. Il va faire des consultations nationales, il va faire des tournées dans le pays pour aboutir au fameux discours du 24 avril 1990. Comprenez mon émotion. Comprenez mon émotion. Le MPR n'est plus le parti État. Moi-même, je quitte la direction du parti. Tous les épiphénomènes liés à l'authenticité, c'est aboli. Vous pouvez avoir vos prénoms. Vous pouvez porter des pantalons, des filles, des pantalons, des hommes, des cravates. On ne va pas dire commissaire d'État, on va dire ministre, etc., etc. Vous pouvez porter la cravate. D'ailleurs, le 24 avril a été ce que j'appelle la fête de la cravate. Dans toute la ville, tout le monde portait la cravate. Et puis les filles en pantalon. En pantalon. En mini-jupe. Ce jour-là, pour célébrer ce changement. Voilà. Alors nous entrons maintenant dans les années 90 qui sont alors pour moi des années vraiment corps à corps. Maintenant c'est un combat corps à corps entre Tshisekedi. Un combat farouche. Farouche entre Tshisekedi et Mobutu. Vous savez, entre 1990 et 1997, il y a eu trop de pression. Bon. Il va y avoir à peu près